Ah, le 9 mai. La plus grande fête annuelle de Moscou, dont la forme originelle, le défilé du jour de la victoire, remonte à plusieurs décennies pour célébrer le triomphe de l'Union soviétique sur l'Allemagne lors de la Grande Guerre patriotique. Ce n'est pas juste mon jour préféré du calendrier russe pour obtenir de nouveaux plans d'illustration. Il a également été le sujet d'intrigues politiques à chaque édition depuis le début de l'invasion. Pour ma part, je suis assez âgé pour me souvenir du bavardage médiatique ridicule en 2022 quand les gens pensaient réellement cela. Poutine saisirait l'occasion pour proclamer sa victoire en Ukraine et se replier sur des lignes proches du statu quo antérieur. Ha! 48 mois plus tard, la guerre continue. Aujourd'hui, la plupart des intrigues annuelles concernent ce que la Russie peut encore faire avec le défilé. Cela est dû à la fois à une pénurie d'équipements causée par l'usure dans l'est de l'Ukraine et à des préoccupations de sécurité accrues face aux drones longue portée et aux missiles de croisière, nommés d'après de jolis oiseaux roses. Et alors que nous continuons à profiter de ces images beaucoup plus agréables, permettez-moi de passer à un sujet bien plus sérieux, ce qui pourrait se passer cette année le 9 mai hante. Les spéculations persistent selon lesquelles Poutine pourrait être dans la ligne de mire cette fois-ci, alors que le Kremlin annonce ouvertement un défilé réduit et que divers rapports font état d'un renforcement général de l'appareil de sécurité autour de Poutine. Donc, au programme aujourd'hui, je veux me concentrer sur 3 choses. Tout d'abord, nous allons aborder 2 propositions de cessez-le-feu à court terme destinées à garantir une célébration en toute sécurité à Moscou, ce qui inclut une plaisanterie humoristique d'un troll ukrainien. Ensuite, nous deviendrons plus sérieux en décrivant la stratégie derrière le problème général de sécurité et ce que cela révèle non seulement sur les attaques lors du jour de la victoire, mais aussi sur ce qui se passe en ce moment. Et enfin, nous replacerons cela dans le contexte d'un rapport plus large sur la situation sécuritaire du régime de Vladimir Poutine. Commençons par les absurdités du cessez-le-feu. Et permettez-moi de commencer en disant que cette conversation sera plus absurde que sérieuse. Comme le défilé annuel, la Russie proclame aussi chaque année un cessez-le-feu pour commémorer la victoire soviétique. En réalité, c'est simplement un moyen de s'assurer que Poutine puisse organiser son défilé sans interruption. Il ne vous surprendra pas d'apprendre que le respect de ces cessez-le-feu a été pour le moins irrégulier. Cette année, l'Ukraine a choisi de faire quelque chose de drôle. Plus tôt dans la semaine, Zelensky a annoncé que, bien sûr, la Russie pouvait avoir son cessez-le-feu. Cependant, il ne commencera pas le 9 mai. En revanche, il commencera le 6 mai. À partir de ce moment-là, l'Ukraine imiterait les actions de la Russie. Pas de tir sur l'Ukraine et donc pas de tir sur la Russie. Donnant-donnant. En gros, l'Ukraine essayait de démontrer l'absurdité des cessez-le-feu unilatéraux. On ne peut pas simplement déclarer qu'il y a un cessez-le-feu et, comme par magie, il y a un cessez-le-feu. Message reçu, car la Russie a effectivement continué la guerre comme d'habitude. Donc les spéculations portent alors sur ce que l'Ukraine pourrait faire pendant le jour de la victoire, alors que la Russie avertit une fois de plus qu'il y aura de graves conséquences si l'Ukraine perturbe les festivités à Moscou. Note au Kremlin et à tous ceux qui ne suivent pas cette guerre plus vaste. Qu'est-ce que la Russie va faire? Envahir l'Ukraine? Moscou n'a plus de cartes en réserve, parce que tout a déjà été joué, ou bien est écarté parce que Pékin ne serait pas satisfait. On ne peut pas juste menacer de gagner la guerre, sinon cela aurait déjà été fait. En prenant du recul, je qualifierais cette histoire de cessez-le-feu donnant-donnant de simple distraction. Le cessez-le-feu imposé par Zelensky a fait le tour des médias comme un coup de maître, exposant au grand jour l'hypocrisie du Kremlin sur la question du cessez-le-feu. Quoi qu'il en soit, cela n'a pratiquement aucun effet concret sur la situation militaire, et je ne suis pas sûr qu'il reste encore quelqu'un, après 4 ans, qui n'ait pas déjà une opinion sur qui a raison dans ce conflit. Ainsi, l'Ukraine a tiré tout le bénéfice possible d'un cycle médiatique positif auprès des observateurs de la guerre. Mais l'histoire vraiment importante, c'est ce qui se passe le jour de la victoire, ou juste avant le jour de la victoire. Parlons-en donc. Bien que le jour de la victoire donne une illustration plus parlante du problème stratégique général de la répartition des moyens défensifs, il ne s'agit toujours que d'un cas d'allocation des défenses. Vous vous souvenez peut-être du fonctionnement de ce dilemme grâce à certaines de nos explorations précédentes, mais permettez-moi de vous rafraîchir rapidement la mémoire.
Supposons que la Russie ait quelques points faibles potentiels en matière de défense, chacun avec un niveau de vulnérabilité unique et un ensemble de ressources défensives qu'elle peut allouer à l'un ou l'autre de ces endroits. L'idée principale est que la Russie ne devrait pas répartir ses ressources également entre les deux. Au contraire, la Russie devrait examiner la vulnérabilité relative des deux emplacements et allouer ses ressources jusqu'à ce que le risque final soit équilibré entre les deux. C'est parce que si vous allouez trop de ressources à l'un d'eux, l'Ukraine frappe simplement celui qui est le plus vulnérable, et chaque ressource défensive allouée à l'autre devient effectivement inutile. Imaginez maintenant qu'un troisième objectif potentiel apparaisse soudainement. C'est après tout la situation avec le défilé du jour de la victoire. Un jour par an, il y a une autre cible qui n'a aucune valeur pratique, mais qui devient soudainement importante à des fins de propagande. Peu importe qu'un certain nombre de VIP soient assis à découvert dans les rues de Moscou. Malheureusement pour la Russie, l'existence d'un défilé ne fait pas non plus apparaître magiquement une multitude de nouvelles forces de sécurité. En réalité, le Kremlin doit se contenter du même nombre de défenses qu'auparavant, mais il a maintenant un nouveau point faible à protéger. Ainsi, la Russie finit par diluer ses efforts de défense ailleurs, encore une fois parce qu'elle doit égaliser les vulnérabilités de sécurité entre toutes les cibles. Il y a 3 implications qui découlent de cela et qui ne sont peut-être pas immédiatement évidentes. 1. La conséquence pour l'Ukraine n'est pas la vulnérabilité du défilé lui-même. En réalité, c'est l'absence de ressources défensives équivalentes pour y faire face, ce qui fait grimper en flèche la vulnérabilité globale des autres cibles potentielles. 2. Toute spéculation sur ce que l'Ukraine pourrait frapper le 9 mai doit être accompagnée du niveau d'humilité approprié. La réflexion stratégique de niveau 1 consiste à penser que le défilé est vulnérable, donc évidemment il sera la cible. La réflexion stratégique de niveau 2 est que, puisque le Kremlin voudra protéger le défilé, évidemment ce sont des cibles existantes qui seront frappées ce jour-là à la place. La réflexion stratégique de niveau 3 est que tout cela s'équilibre, car une répartition défensive optimale requiert une vulnérabilité équivalente de toutes les cibles. Et la réflexion stratégique de niveau 4 est que la Russie ne connaît pas la capacité exacte de l'Ukraine à frapper l'une de ses cibles, et essaie donc d'équilibrer la vulnérabilité en fonction de sa meilleure estimation des capacités de l'Ukraine. Dès lors, ce qui détermine la cible finale de l'Ukraine, c'est effectivement l'information que seul Kiev connaît. Il n'a donc pas de sens pour nous de spéculer sur la véritable cible. Car si nous connaissions cette information, le Kremlin la saurait aussi. Elle ne serait donc pas vraiment privée, comme supposé initialement. Enfin, nous voyons déjà les bénéfices du défilé pour l'Ukraine. La Russie ne peut pas simplement claquer des doigts et mettre en place tous les systèmes de sécurité à Moscou à 8 heures du matin le 9 mai. Le Kremlin doit au contraire déplacer les défenses aériennes plusieurs jours à l'avance. Cela signifie que les cibles existantes, comme les raffineries russes, disposent déjà d'une sécurité affaiblie. Vous remarquerez que l'Ukraine a d'ailleurs connu un plus grand succès dans ses frappes récemment, même s'il est difficile de distinguer l'effet du jour de la victoire d'un état général de délabrement russe. Passons à notre dernier sujet de la journée. Le défilé, ainsi que la situation sécuritaire qui l'entoure, interviennent à un moment où il semble que Poutine soit de plus en plus préoccupé par la stabilité de son régime. Un rapport ayant fuité a commencé à circuler parmi les médias occidentaux, prétendument issu d'une agence de renseignement européenne, suggérant que le Kremlin est dans une situation plus difficile qu'on ne le pense publiquement. Pour résumer certaines des principales affirmations, toute personne ayant des interactions avec Poutine fait l'objet d'une surveillance accrue. Poutine passe moins de temps dans un bunker à Moscou et plus de temps dans un bunker à Krasnodar, et l'ancien ministre de la Défense Sergueï Tchoïgou serait au centre d'un possible complot de coup d'État. Prenons un instant pour replacer ces points dans leur contexte. Je ne comprends pas vraiment pourquoi le point sur la surveillance a reçu autant d'attention, car cela ressemble simplement à « un autocrate paranoïaque adopte un comportement traditionnel d'autocrate paranoïaque ». Pour faire le lien avec le jour de la victoire, la Russie n'organise de nouveau pas sa marche du régiment immortel, car cela impliquerait d'avoir une foule d'inconnus près de Poutine. Je dirais donc que ces informations apportent juste des précisions sur un sujet que nous savions déjà vrai. Le point sur Krasnodar est plus intéressant. C'est ici dans le sud du pays. Moscou est ici en haut.
Elles sont à peu près à la même distance du territoire contrôlé par l'Ukraine, mais l'approche de Krasnodar peut passer au-dessus d'une vaste étendue d'eau sans défense, alors qu'il est un peu plus facile d'intercepter les drones qui se dirigent vers Moscou. Cela montre que Poutine craint davantage les menaces internes que celles venant d'Ukraine. Ou tout au moins, il pense qu'il est plus facile pour l'Ukraine de recruter des agents à Moscou qu'il ne l'est dans le sud de la Russie. Il est également intéressant qu'il pense qu'être en dehors de la capitale est meilleur pour la sécurité du régime qu'être à l'intérieur de la capitale. Cela renverse la logique générale de la façon dont les coups d'État fonctionnent. Voyez par exemple l'arrestation de Gorbatchev à Adacha, où on le tient à distance, on sécurise la structure gouvernementale dans la capitale, puis on déclare toute l'opération terminée. Une façon de comprendre la situation actuelle est que Poutine s'inquiète davantage des tentatives contre sa vie que de quelqu'un essayant de lui usurper le pouvoir par des moyens plus traditionnels. Concernant la menace de coup d'État, Shoigu est une personne intéressante à mettre en cause. Lui et Poutine ont ou avaient une relation étroite, et on peut trouver une infinité de photos d'eux en vacances ensemble. L'une des raisons pour lesquelles Poutine est ou était si proche de lui, c'est que le père de Shoigu était issu d'un groupe turcique de Sibérie. Shoigu était donc non menaçant, car les acteurs du pouvoir politique à Moscou ne l'accepteraient non pas comme nouveau dirigeant s'il essayait un jour de renverser Poutine. C'est pourquoi il a été ministre de la Défense pendant si longtemps, et même après que la guerre ait prouvé son inefficacité dans ce rôle, il a été nommé secrétaire du Conseil de sécurité. Cependant, le rapport des renseignements signale qu'il pourrait être une menace. Il reste essentiel de traiter avec prudence tout rapport de renseignement ayant fuité. Il est facile de tout fabriquer, de le rendre public, puis d'observer Moscou réagir de façon paranoïaque. Le titre alternatif pour cela pourrait être « L'agence de renseignement mène peut-être une opération d'influence, mais je ne pense pas que cela attirerait autant de clics. » Je pense aussi qu'il est important de comprendre la situation générale dans laquelle se trouve actuellement la Russie. J'ai consacré sur ma chaîne secondaire une vidéo entière de ma série de conseils géopolitiques à ce sujet, mais nous devons encore distinguer les titres accrocheurs du type « Poutine est fini » ou « La Russie est brisée » de la réalité de la situation. La position russe semble nettement pire qu'il y a un an. Mais il y a une grande différence entre la Russie qui atteint un point de rupture et le Kremlin qui doit repenser l'économie de la guerre. Un coup d'État ou des manifestations pourraient-elles avoir lieu à Moscou? Bien sûr. Mais il est également important de comprendre la réalité. Ce sont toujours des événements peu probables et vous ne devriez pas faire confiance aux commentateurs qui disent depuis 2 ans que la Russie est à 2 semaines de l'effondrement. J'aborde ce point parce qu'il influence ce que l'Ukraine devrait faire avec l'opportunité que lui offre le jour de la victoire. Selon le récit « Poutine est fini », une attaque publique contre le défilé serait le point de rupture final du pays. Et je comprends pourquoi ce récit existe. C'est le genre de choses que l'on verrait dans un film, donc il est facile d'imaginer qu'une seule bombe sur un seul défilé pourrait faire tomber tout le pays. Mais cela pourrait aussi n'être qu'un revers politique pour Poutine, que le Kremlin essaie de rattraper en présentant les Ukrainiens comme des sauvages, renouvelant ainsi la nécessité d'écraser Kiev. Pour revenir au problème de répartition des moyens de défense, cependant, la Russie devrait équilibrer tous ces risques. De notre point de vue de guerrier du clavier, une autre attaque contre une raffinerie de pétrole devrait avoir le même gain militaire net attendu qu'une frappe contre le défilé. Bien que la seconde option offrirait de meilleures images pour les médias, la forte concentration de défense dans la capitale réduit les chances de succès pour l'Ukraine. Alors, quels sont nos points à retenir pour aujourd'hui? Les cessez-le-feu concurrents étaient une diversion humoristique qui n'aura pas beaucoup d'effets concrets sur la guerre. Le défilé du jour de la victoire crée une vulnérabilité sécuritaire pour la Russie, mais le risque réel finit par se répartir sur toutes les autres installations vulnérables du pays. Et nous devrions en prendre acte, mais sans surréagir, à ce nouveau rapport de sécurité, comme pour tout autre grand développement de la guerre.
En attendant, si vous voulez en savoir plus sur les problèmes liés à crier au loup concernant la disparition imminente de la Russie et, par ailleurs, comment offrir un meilleur soutien politique à l'Ukraine, regardez cette vidéo de la ligne d'assistance en géopolitique que j'ai mentionnée plus tôt. Et si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, merci de liker, partager et vous abonner, et je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous.